Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous parlons ce soir de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les MICI, qui désignent deux maladies, en l'occurrence le Crohn et la RCH, la rectocolite hémorragique. Imaginez les pires symptômes d'une gastroentérite, vous les accentuez, vous les faites durer un peu plus d'une semaine et vous aurez une petite idée du quotidien d'une personne atteinte de ces maladies. Les MICI handicapent fortement la qualité de vie des malades qui multiplient les consultations face à des médecins longtemps démunis de solutions thérapeutiques. Comment reconnaître ces maladies, comment vivre avec, quels sont les progrès thérapeutiques enregistrés dans la prise en charge de ces maladies et à quel moment a-t-on recours à la chirurgie. Voilà en gros les questions qu'on posera ce soir à mes invités et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir Dr Hani Mohamed Najib. Vous êtes spécialiste en médecine interne à l'hôpital Zmirli d'Al-Harrach à Alger. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie de l'avoir accepté. J'ai également le grand plaisir de recevoir Monsieur Mourad Ben Ahmed. Vous êtes atteint de la maladie de Crohn. Vous êtes notre témoin ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci vraiment parce qu'on n'arrête pas de le répéter dans cette émission que en parler de sa maladie est un peu, j'ai envie de dire, honteux en Algérie. Donc merci de venir libérer la parole. J'ai également le grand plaisir de recevoir Dr Mebarak Heikel. Vous êtes spécialiste en chirurgie générale et digestive. Bonsoir. Tout à fait. Bonsoir. Merci pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté. J'ai également le grand plaisir de recevoir un habitué de cette émission, Monsieur Abdelrahman Ben Allel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes également atteint de la maladie de Crohn et vous êtes le président de la Fondation Al-Rahma, une association donc de sensibilisation et qui a l'ambition de porter la voix des malades. Monsieur Mourad Ben Ahmed, on va commencer peut-être avec vous ce soir. Les MICI sont des maladies qui ont très mauvaise réputation. Le Crohn, en l'occurrence, c'est la maladie dont vous souffrez. Très mauvaise réputation à juste titre, parce qu'on parle d'handicap invisible, on parle de douleur, on parle d'isolement. À quoi ressemble finalement la vie avec la maladie de Crohn? Je rappelle que vous vivez avec depuis 10 ans. Depuis 10 ans, exactement. Bon, c'est une maladie qui est très gênante pour les trucs très minimes de la vie quotidienne. C'est de la gêne, c'est de... Quand on n'a pas mal, on a d'autres préoccupations, contraintes qu'il faudra déjà penser pour sortir, pour aller à la plage par exemple, pour sortir en famille, c'est des contraintes vraiment très gênantes. Très gênantes. Oui, même question Abdelrahman. Alors à quoi ressemble finalement la vie avec la maladie de Crohn? Vous vivez avec depuis beaucoup plus longtemps, hein? Ah oui, c'est une maladie chronique qui touche beaucoup plus les jeunes. Donc voilà, c'est une maladie très compliquée parce que, enfin, en termes de douleur, par exemple. Heureusement pour certains. En termes de douleur, par exemple, si on doit donner un chiffre de 1 à 10. Par moment de poussée, c'est pas évident. Je souhaite pas le mal de ventre à qui que ce soit, même à mon ennemi peut-être. Ouais. Mais c'est très atroce, des douleurs vraiment insupportables, le mal de ventre. Mais en dehors de ça, il y a quand même, on parle de poussée, des épisodes de poussée, rémission, en période de rémission, donc les symptômes ont tendance à baisser, la personne retrouve un train de vie plus ou moins normal. Elle peut reprendre sa vie. On s'y habitue finalement. Il faut. Oui. On n'a pas le choix, donc elle est là, la maladie, il faut vivre avec. Et oui. Vous portez ce soir la double casquette, je le disais à l'instant, vous êtes patient, mais vous êtes également président d'une fondation. Alors est-ce que vous pensez aujourd'hui que les MICI sont méconnus ou pas finalement? On les connaît? On les connaît de plus en plus, mais quand même, il y a une partie des MICI qui est toujours considérée comme maladie rare. C'est les MICI, c'est-à-dire pédiatriques, donc les formes qui touchent les plus jeunes. C'est une maladie rare chez l'enfant, donc voilà. Mais sinon, la maladie, elle est plus ou moins connue depuis certains temps.
Oui, d'accord. Alors, l'EMIKI, je le disais en préambule, c'est un terme qui désigne deux maladies, le Crohn et la RCH. Docteur Henny, est-ce qu'on peut savoir quelle est la différence entre les deux? Déjà, c'est des maladies inflammatoires, comme leur nom l'indique. C'est des maladies jumelles. Et ils diffèrent un petit peu par leurs symptômes et surtout par leur localisation. Par exemple, la maladie de Crohn peut toucher tout le tube digestif. Peut toucher ça commence de la bouche jusqu'à l'anus. Donc le canal anal, donc c'est la partie terminale du tube digestif, et tous les segments peuvent être touchés. Plus fréquemment, elle touche la partie terminale de l'intestin grêle, donc qui on appelle l'iléon, avec c'est comme la partie initiale du côlon, du gros intestin. Et contrairement à la maladie de la RCH, elle touche uniquement le côlon. Exclusivement, plus souvent, de façon toujours le rectum. Ensuite, elle va monter, elle va toucher tout le côlon. Elle ne va pas toucher l'intestin grêle. Ça, c'est pour la RCH. Ça, c'est pour la topographie. Maintenant, si on va parler de la symptomatologie, la maladie de Crohn, c'est plutôt des diarrhées qui sont fréquentes, des douleurs abdominales, on peut avoir une asthénie, plutôt une fatigue intense. On peut avoir aussi un syndrome une dénutrition, donc le patient est maigre un petit peu, il est dénutri. On peut aussi avoir, contrairement à la rectocolite hémorragique, on peut avoir une atteinte anopérinéale. Elle est faite de fistules, donc fissures et fistules. Ce sont des conduits qui apparaissent au niveau du tube digestif et qui peuvent se terminer par un abcès. Voilà. La maladie de la RCH, il n'y a pas ça. Plutôt la symptomatologie, il y a des douleurs abdominales. Et comme son nom l'indique, c'est une rectocolite hémorragique, donc il y a du sang. Absolument. Donc le patient présente des diarrhées sanglantes. Voilà. Donc c'est ça un petit peu la différence entre les deux pathologies. Si on a bien compris finalement aussi, alors à part la différence justement, ce que vous venez d'expliquer, c'est que la maladie de Crohn, elle est plus diffuse. Finalement, elle touche tout le tube digestif. Est-ce que par exemple une RCH peut évoluer en une maladie de Crohn? Non. RCH, elle touche le rectum que le côlon. Oui, ce sont deux maladies complètement différentes. Oui, absolument. Alors les MICI sont considérées comme une maladie rare, mais finalement, elles ne sont pas aussi rares que ça. Elles touchent beaucoup de monde autour de nous, en tout cas beaucoup plus de monde qu'on le pense. Est-ce qu'aujourd'hui, on vit réellement une explosion de l'incidence, une explosion des chiffres, ou parce qu'on cherche plus, qu'on trouve plus ? En fait, ça reste toujours quand même une maladie qui est, je dirais, dans des limites raisonnables en proportion. C'est pas une maladie qui est aussi fréquente qu'on le pense. Je ne sais pas si les statistiques algériennes, mais dans le monde, elle va toucher. Est-ce qu'on a un chiffre ? À peu près. En France, je crois que c'est un cas sur 120 000, je pense. Oui, à peu près, un cas sur 120 000 habitants. Donc ça reste quand même quelque chose qui est, je dirais, assez peu fréquent. Je voudrais revenir juste sur la question que vous aviez posée, en fait. La différence entre la RCH et le Crohn, par rapport à la vue d'un chirurgien, oui, absolument, c'est que le Crohn ne guérira jamais. Par contre, lorsqu'une RCUH, la colectomie, la coloproctectomie totale, l'ablation du côlon et du rectum peut entraîner la guérison du malade. Donc ça, c'est quand même un élément qui est très important. Donc savoir qu'on a une maladie pour laquelle il y a potentiellement une chance de guérir, ça apporte aussi beaucoup d'optimisme aux patients. L'ubiquité une guérison, mais quand même avec beaucoup de répercussions. Bien sûr, avec des séquelles, avec des séquelles atteinte à la qualité de vie. Sur la RCUH, donc, on est amené à faire des gestes qui sont assez importants, c'est ça, mais qui sont donc déjà c'est déjà un élément qui est très important par rapport à l'ubiquité de la maladie de Crohn et la localisation de la RCUH qui est potentiellement accessible à un geste chirurgical curateur, je dirais. Oui. J'aimerais insister, si vous voulez, en ce début d'émission, justement, sur cette dimension, parce on va voir tout à l'heure les facteurs de risque, mais sur cette dimension de l'impact de l'environnement sur justement l'avènement ou l'explosion de ces maladies, parce que jusqu'il n'y a pas longtemps, on disait que c'était un peu l'apanage des sociétés développées, alors qu'aujourd'hui, on voit finalement que ce sont les pays émergents, voire même les régions rurales qui se sont mises à un mode de vie, disons, occidental, qui en souffrent et qui en pâtissent aussi. Oui, bien sûr. À l'époque, on parlait toujours du gradient nord-sud. La maladie était plus fréquente dans les pays nordiques développés, les occidentaux, et était rare, voire inexistante dans les pays sous-développés ou les pays émergents.
Mais maintenant, on est en train de voir, on a changé. Même nous, si on prend comme exemple l'Algérie, nous, notre régime a changé. Oui. On a un régime méditerranéen qui est le meilleur, mais on commence à consommer de plus en plus d'aliments qui sont ultra transformés. C'est ça. Et c'est comme l'Occident. Et c'est ça qui est un petit peu délétère pour notre organisme, pour notre tube digestif. Oui, donc vous dites que finalement notre alimentation y est pour quelque chose. Hein. Oui, c'est prouvé. Oui, absolument. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de malades finalement qui finissent en chirurgie, docteur Heikel, si on doit donner un ratio? En fait, depuis l'avènement des biothérapies, des traitements donc un peu spécifiques, je dirais, anti-inflammatoires de la maladie. Dans le monde chez nous, j'espère que c'est le cas. Oui, parce que ça permet, c'est grâce à ça justement que les malades peuvent recourir de moins en moins à la chirurgie. On est plutôt appelé à opérer en situation d'urgence, donc pour des indications qui sont quand même assez graves, hein, que ce soit une péritonite par perforation, que ce soit pour une sténose, donc une occlusion intestinale, que ce soit pour des inflammations très importantes qui ne réagissent pas au traitement médical, les colites aiguës graves, qui sont des tableaux qui sont quand même assez graves pour le patient et qui peuvent mettre en jeu son pronostic vital. Et les gestes, donc en fait la chirurgie, il faut se dire que pour le chirurgien, opérer un Crohn, c'est toujours un moment assez délicat pour le patient et pour le chirurgien également, parce qu'il opère quelqu'un qui est déjà dénutri, qui est sous traitement médical assez lourd, donc avec beaucoup d'effets secondaires qui sont dus à ce traitement, et pour lequel il va faire un geste chirurgical qui lui-même, comme vous dites, est délabrant. Donc ça va finir par une stomie, ça va finir par une résection intestinale qui peut entraîner un syndrome du grêle court, donc qui peut aggraver également sa dénutrition. C'est ça. Voilà. Il y a aussi le côté psychologique de la chose. Vous savez, parfois... oui. Voilà. Alors, vous me tendez la perche, justement. Abdelrahman, quelle est la situation aujourd'hui des malades? Est-ce qu'on arrive finalement à diagnostiquer précocement les maladies? Est-ce qu'on arrive à prévenir, c'est-à-dire éviter que le pire arrive, justement? Enfin... en gros, on va dire. En gros, je connais toujours des patients qui compliquent. C'est pas C'est dû à quoi, essentiellement? Est-ce que c'est, encore une fois, l'errance médicale? Est-ce que c'est par manque de traitement? Justement, c'est l'errance médicale et pour beaucoup. Donc, c'est-à-dire déjà, on arrive à un stade tardif. Déjà, on arrive à un stade tardif. Donc, la maladie a tendance à évoluer, poussée après poussée. Donc, le malade va avoir de plus en plus de problèmes et ça altère bien sûr la qualité de vie et tout ça. Donc il y a des personnes même qui décèdent de la maladie. Donc des jeunes gens que j'ai connus personnellement, c'est quand même... c'est triste. C'est triste. On va justement regarder un reportage, messieurs. Alors, qu'est-ce que les Mickey et comment vivre avec? C'est une question qu'a posée Yanis Saïd Belkacem dans ce reportage. Regardez. Nous sommes dans l'une des salles de soins du service gastrologique de l'hôpital Mustapha Bacha, en compagnie du professeur Belhoussine, qui vient s'enquérir de l'état d'une de ses patientes atteintes de Mickey, maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Je suis malade depuis longtemps et cette fois-ci, ça fait quand même 3 semaines. Les douleurs ont repris, la maladie a repris avec des diarrhées et des douleurs abdominales, impossibilité d'avaler quoi que ce soit. Donc, d'après les examens, on m'a hospitalisé ici pour faire plus d'examens et voir ce qu'il faut faire pour traiter mon cas. Ce sont des maladies systémiques qui sont composées essentiellement de 2 types de maladies bien connues, la maladie de Crohn et la rectocolite ulcéro-hémorragique. Ce sont des pathologies que l'on diagnostique de plus en plus fréquemment sous nos climats. Et dans notre service, 2 tiers de nos patients hospitalisés sont des patients qui présentent des MICI. Les Mickey sont dus à une dérégulation du système immunitaire intestinal qui cause l'inflammation de la paroi d'une partie du tube digestif, mais également due à une prédisposition génétique. 2 tiers de nos patients sont des patients avec Mickey. Ils sont pris en charge en hospitalier pour être explorés parce que leur état général est altéré ou pour des complications. Mais on sent actuellement en les prendre en charge en ambulatoire, soit en consultation, soit en HDJ, qui est l'hôpital du jour. Au service de l'hôpital de jour, les patients reçoivent leur traitement sous surveillance médicale. L'hôpital du jour, c'est une salle où l'on perfuse les traitements par voie ambulatoire à nos patients présentant des Mickey, ce qui leur permet de recevoir des traitements hospitaliers
en 2 heures. عند الميدسان جينيراليست بداني كان عندي RCH بعد كعبدوا لي l'écran. Alors, ce sont des traitements nouveaux, novateurs, ce que l'on appelle les molécules biologiques. Ce sont des anti-TNF-alpha que l'on perfuse par voie parentérale intraveineuse, comme chez notre patiente. L'objectif thérapeutique est de les mener à avoir une qualité de vie aussi proche que la normale. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ne sont pas rares en Algérie. Elles touchent principalement les adultes jeunes, principalement les fumeurs, puisque le tabac est un facteur aggravant de la maladie de Crohn. Oui, absolument. Alors, on a vu dans le reportage essentiellement qu'il s'agit d'une maladie auto-immune, mais est-ce qu'on peut parler finalement de cause ou de facteurs de risque ? Oui, bien sûr. C'est une maladie multifactorielle. Il y a plusieurs facteurs qui sont incriminés, mais on n'arrive pas jusqu'à présent à identifier un seul facteur ou une cause qui prédomine parmi les étiologies qui existent. Il y a la théorie de tabac, comme ça a été bien expliqué dans le reportage. Le tabac, c'est maintenant prouvé que ça a un effet dans la survenue de la maladie de Crohn. Ça fait partie des causes déclenchantes, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est ça ? Oui. Il y a actuellement la nouvelle hypothèse, c'est le microbiote, qui est un petit peu qui émerge parmi les hypothèses, qui est incriminé actuellement dans la maladie de Crohn et la RCH aussi. Par exemple, quand il y a une détérioration, une altération de ce microbiote, ça va déclencher par la suite des phénomènes inflammatoires et qui va engendrer ce genre de maladie, donc Crohn et RCH. Comment vous allez me dire comment ça va dérégler notre microbiote ? Déjà, le microbiote, c'est quoi ? C'est un ensemble de bactéries qu'on a dans l'organisme qui se développent dès la naissance, à partir de la naissance. Voilà, des bactéries qui sont bénéfiques pour l'organisme. Absolument. Et qui vivent avec nous. Normalement, on a à l'âge adulte jusqu'à près de 10 000 milliards de bactéries, c'est énorme. Et on peut dénombrer entre 800 et 1000 espèces différentes en fonction des individus. Mais c'est tous des bactéries qui sont bénéfiques pour l'être humain. Mais nous, ça nous arrive de faire des infections. Donc ça va altérer ce microbiote. La prise d'antibiotiques, l'automédication, quand on prend des antibiotiques, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va sélectionner les bactéries les plus pathogènes qui vont persister dans le tube digestif. Et c'est ça qui va provoquer par la suite des pathologies. On parle aussi de la pilule contraceptive. Ça peut être aussi une des causes déclenchantes. Non, ça n'a jamais été décrit dans la littérature, même dans les différentes études. D'accord. Ouais. Alors on parle aussi de génétique par contre. La génétique, oui. Il y a actuellement, le dernier article que j'ai vu, c'est 160 gènes qui ont été retrouvés chez des patients porteurs de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Mais aucun gène à lui seul ne suffit à causer cette maladie. On parle actuellement du gène NOD2 qui est connu, mais à lui seul n'est pas suffisant. On parle de ça. Les facteurs environnement, le tabac, c'est complexe. En fait, c'est plusieurs facteurs qui vont. On va voir justement avec M. Belhamed, lui qui a vécu jusqu'à 50 ans sans savoir justement qu'il était malade. Oui. Alors, dans votre cas, par exemple, ce n'est qu'après un choc, c'est ça que la maladie s'est déclarée. Exactement. C'est après un choc émotionnel, c'était le décès de mon père. Et le 3e jour, une crise. Vous avez fait une poussée. Une poussée très, très carabinée. À partir de là, j'étais directement à l'hôpital et. Voilà. Et l'aventure a commencé, malheureusement. Oui, le parcours la mésaventure. La mésaventure. Oui, le parcours du combattant. Oui. Docteur, alors dans le cas, par exemple, de M. Belhamed, est-ce que la maladie était déjà là, elle était latente, dormante ? Sûrement. Parce que le stress ne peut pas déclencher à lui seul une maladie de Crohn. C'est impossible. Dans l'expérience, on a déjà pas mal d'expériences sur la maladie de Crohn. Ça a été découvert il y a une centaine d'années, en 1932, par un gastro-entérologue new-yorkais. Mais le stress peut, par exemple, aggraver une poussée. Oui, je suis d'accord. Un patient qui fait une poussée de maladie de Crohn, ça peut aggraver sa poussée. Oui, mais ça n'a jamais été démontré que le stress peut déclencher une maladie de Crohn. Oui. Pour rester peut-être sur la génétique, justement, c'est votre cas, Abdelrahman. Alors vous avez aussi une forme familiale. C'est le cas aussi de... Oui, absolument. Lui, il a son fils. Parce qu'il a son fils, il est atteint de la maladie aussi. Donc, il y a le facteur génétique. Actuellement, on parle de Mickey comme une maladie environnementale, beaucoup plus. Donc, c'est comme l'a expliqué tout à l'heure le docteur Hanni, c'est multifactoriel. Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont incriminés. Parmi eux, la génétique.
Oui, mais la génétique, peut-être, on insiste dans cette émission, peut-être pour penser au diagnostic, docteur Heikel, puisqu'on dit que généralement beaucoup de malades souffrent d'errance diagnostique. Est-ce qu'on pense, par exemple, aujourd'hui, quand on a déjà quelqu'un qui a la maladie de Crohn dans la famille, à se faire dépister ou à se faire diagnostiquer? Oui, en fait, je pense que ça doit faire partie systématiquement de l'interrogatoire et que nos médecins sont formés par rapport à cette maladie. Que ce soit les médecins généralistes, les médecins de famille ou médecins de ville, les médecins à l'hôpital, dans les hôpitaux plutôt, sont au courant en fait je dirais de cette possibilité. En fait, c'est une prédisposition. Donc, techniquement, c'est vrai que statistiquement, il a été prouvé que le fait d'avoir un parent qui ait cette maladie peut apporter, je dirais, est un facteur supplémentaire, mais c'est un faisceau d'arguments, entre autres le tabac, surtout l'environnement. Vous êtes en train de dire finalement qu'on peut prévenir cette maladie? Prévenir la poussée, oui. Prévenir la maladie, non. Je dirais, mais la prévention de la poussée, elle se fait par le traitement médical dont nous parle le docteur Hani. Techniquement, prévenir, est-ce qu'il y a un traitement préventif en dehors du traitement médical? Non. Non, je veux dire en prévention primaire, peut-être à travers l'éviction déjà de certains facteurs. Vous parlez du tabac par exemple. Le tabac est un facteur qui à lui seul ne peut pas provoquer, mais qui je dirais entraîne je dirais des récidives qui sont assez fréquentes. J'ai des malades qui ont été opérés, qui ont maintenu leur tabac et qui ont fait en fait des récidives après résection. Et je vous prie de me croire que c'est pas gai pour le chirurgien parce qu'en fait, c'est une phase qui est post-opératoire immédiate. Le malade continue à fumer et il me fait des poussées pendant pratiquement 3 semaines à 1 mois. Oui. Voilà. On va revenir justement sur l'effet des poussées. Alors pour rester sur le diagnostic, parce que c'est un élément très important, le diagnostic précoce est important dans cette maladie. Oui. Maintenant, on est en train, déjà, c'est le but des formations médicales continues, on le fait souvent. Et maintenant, nos médecins sont bien formés pour dépister et diagnostiquer à temps ce genre de pathologie. À l'époque, ça consiste en quoi aujourd'hui? On diagnostique comment ces maladies? Déjà, le diagnostic de la maladie de Crohn, si je parle de la maladie de Crohn actuellement, parce qu'on a des invités qui sont absolument deux malades. Donc, c'est un faisceau d'arguments. On ne peut pas le diagnostiquer avec un seul élément. On a déjà la clinique. Donc, j'ai parlé tout à l'heure. On a diarrhée, des douleurs abdominales, une faiblesse qui est importante, une maigreur. Chez les enfants, on a un retard staturo-pondéral. Ça veut dire des enfants qui ne grandissent pas normalement. Déjà, ça, c'est la clinique. Ensuite, on a le volet biologique. On peut faire des examens sanguins. Donc, c'est la recherche d'une inflammation par le biais de la CRP, donc c'est des analyses qu'on fait, ou des analyses au niveau des selles, c'est la calprotectine fécale, oui, qu'on peut doser. Ensuite, la troisième étape, on a l'imagerie, donc on a le scanner et l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. On a aussi maintenant, actuellement, on a introduit ça, c'est l'échographie abdominale qu'on peut, avec elle, nous aider dans le diagnostic. Ensuite, on a l'examen clé qui nous permet de poser le diagnostic. Et là, c'est le gold standard dans le diagnostic, c'est l'endoscopie. Voilà, c'est la coloscopie qui nous permet de faire le diagnostic. Oui, peut-être justement dédiaboliser ces 2 derniers examens, parce que beaucoup de gens les craignent. Ouais. C'est douloureux? La coloscopie, en fait, maintenant, actuellement, on le fait déjà sous sédation. On fait une petite, des médicaments, des antidouleurs, l'analgésie qu'on donne aux patients, qu'on administre. Le patient la tolère très très bien, donc il ne ressent rien. C'est pas évident tout le temps parce que cet examen se fait régulièrement. Non, se fait à l'extérieur, c'est-à-dire se fait pas au niveau des structures. Donc les gens, en termes financiers, le patient lambda ne se permet pas cet examen. En moyenne, ça coûte combien? C'est un examen très douloureux. Ça coûte combien aujourd'hui une coloscopie? Une coloscopie sous sédation, ça coûte au-delà de 32 000 dinars. Donc, et vous devez le faire à raison de combien par an, par exemple? Pour un patient, c'est régulier quand même. Ça fait partie de... c'est pour suivre l'évolution de la maladie. Donc l'endoscopie permet le diagnostic, mais après, par la suite, elle devient un moyen de contrôle. Donc voilà, de surveillance et de contrôle de l'évolution de la maladie. Finalement, c'est une maladie qui coûte cher finalement aux malades, parce que beaucoup de frais sont supportés par le malade et ne sont pas remboursés malheureusement. Oui. Alors pour revenir justement au diagnostic, est-ce que le fait que les symptômes ne soient pas spécifiques, ça aussi, ça complique le diagnostic? Parce que quand on voit, par exemple, les cas, on va revenir peut-être avec Abdelrahman et M. Ben Ahmed, la découverte de votre maladie a été presque un hasard et à l'issue d'une chirurgie, c'est ça, M. Ben Ahmed, oui. Dites-nous un peu comment ça s'est passé. La maladie a été découverte
par plusieurs examens, etc. Oui. Mais c'est-à-dire la chirurgie, c'est-à-dire ça des douleurs vraiment atroces. À partir de là, c'est-à-dire je crois que Ami Morad, l'urgence, c'est-à-dire ça a été l'urgence. L'urgence à l'hôpital directement. Et après ça, je me retrouve avec une poche. C'est de manière fortuite, beaucoup plus chez Ami Morad, parce qu'il est rentré pour une hernie. Pour une hernie, je crois. Une hernie, je me retrouve avec une stomie. Une stomie. Oui. On va expliquer ce que c'est plus tard. Alors pour vous aussi, vous avez failli mourir. Oui, moi j'ai fait la complication la plus redoutable, donc c'est une occlusion intestinale aiguë. Donc, pronostic vital vraiment engagé, sérieusement engagé. Donc, j'étais opéré dans le cadre de l'urgence. Et puis, puis par la suite, c'est l'examen ANAPAT qui a la pièce qui a été retirée, a été examinée et tout. C'est cet examen, suite à cela, cet examen qui a confirmé donc la maladie. Absolument. Alors, docteur Henni, comment expliquer cela? Pourquoi ces malades souffrent souvent d'errance médicale et parfois ils arrivent à la mort, carrément? On peut perdre ces patients finalement bêtement. C'est ça l'histoire naturelle des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. En fait, l'inflammation, elle est déjà existante chez ces patients qui sont tout à fait normaux, asymptomatiques, ils n'ont aucun problème de santé, ils vivent normalement. Non, le cas de Abdelrahman Malel, non, c'était pas une maladie silencieuse. Et des fois, elle est découverte au décours d'une complication. Oui. Donc, soit une sténose, une ossature occlusive. Il a vécu toute sa vie plus de 10 ans avec des douleurs et il a consulté. Absolument. Il a fait plus de 10 ans d'errance médicale. C'est ça, Oui. On n'a jamais pensé à la maladie de Crohn et pourtant le papa était atteint. Donc là, on aurait pu y penser. D'interrogation, mais... Oui, actuellement, elle est devenue fréquente. Il y a beaucoup d'études sur ça, on fait beaucoup de formations médicales, on forme beaucoup les médecins sur ça, donc les choses ont un petit peu changé. On pense à quoi? On pense à une colopathie fonctionnelle, on pense à quoi? On pense à une colopathie, on pense à une gastroentérite, on pense à plein de maladies qui peuvent mimer ce tableau. Parce qu'avoir une diarrhée, c'est banal, en fait. Tuberculose intestinale, c'est le diagnostic le plus difficile entre la maladie de Crohn parce que c'est presque la même localisation. Les mêmes symptômes. Oui, même localisation égale voilà, même symptôme. Donc la maladie de Crohn touche le carrefour, on appelle ça le carrefour iléocécal, la dernière partie de l'intestin grêle et le début du côlon. Et la tuberculose, c'est l'endroit de la tuberculose aussi. Donc, et c'est à peu près les mêmes symptomatologies, même à l'endoscopie, à la coloscopie, c'est pratiquement les mêmes signes. Donc c'est difficile de faire la part des choses. Des fois, nous médecins, on pose à une tuberculose et on se rattrape après. Et le vice-versa, le contraire est aussi juste. On pense à une maladie de Crohn, après quelques années, on se rend compte que ce n'est pas une maladie de Crohn, c'est une tuberculose, on la traite comme telle. Je vous rappelle aussi... Aujourd'hui, la palette d'examens dont nous disposons ne suffisent pas pour savoir si c'est une maladie de Crohn ou pas. C'est difficile. C'est difficile, très difficile pour faire parce que la tuberculose, l'imagerie, la coloscopie, c'est les mêmes images. En imagerie, en endoscopie, c'est presque pareil. Okay. Donc c'est ça la difficulté des choses. La médecine, c'est pas une science exacte, c'est pas du 100%. On peut voir une image, on dit voilà, c'est une maladie de Crohn. Plus de 10 ans, avoir je sais pas combien de médecins, quand même, c'est énorme. Hein. Oui, docteur Michael. Oui, bien sûr. C'est aussi difficile de proposer à un enfant de 10 ans de lui faire une colonoscopie. Ouais. C'est l'examen qui pourrait apporter le plus de faisceaux d'éléments diagnostiques. Et moi, je ne me vois pas proposer à un enfant de 10 ans ou de 12 ans avec son père de lui dire voilà, je dois lui faire une colonoscopie. Il doit faire une colonoscopie parce qu'il est possible qu'il fasse une maladie de Crohn. Il y a tout un diagnostic différentiel avant d'arriver à la maladie de Crohn qui est une maladie rare. Donc on ne peut pas jeter aussi la pierre à nos collègues qui pensent plutôt à des gastroentérites, puis à des gastroentérites, à des pathologies fréquentes vu l'âge. À une maladie cœliaque, à une intolérance quelconque, à une IPLV ou autre chose, avant d'arriver à la maladie de Crohn. Et souvent, même quand on a un terrain familial. Oui, même quand c'est des formes chez le sujet jeune, c'est des formes souvent compliquées. Et le diagnostic se fait lors de la complication. Plus le sujet est jeune, plus il va avoir des formes qui vont évoluer vers la perforation ou vers la sténose et qui va nous révéler le diagnostic. Vous pensez que c'est normal qu'une personne
erre pendant plus de 10 ans, docteur Heikel? Je n'ai pas dit que c'était normal. Mais c'est ça, vous êtes en train de justifier presque l'errance médicale. Non, en fait, je suis en train de classer la priorité par rapport aux éléments diagnostiques et comment arriver à ce diagnostic, qui est, comme le souligne mon cher confrère, est un diagnostic qui nécessite plusieurs éléments. Donc, que ça soit... Un des éléments, c'est l'endoscopie. Vous êtes bien d'accord? Oui. Et cette endoscopie, est-ce que vous voyez un enfant de 10 ans avec une colonoscopie? Donc, souvent, ce diagnostic est fait à un âge où il peut assumer. À 25 ans, c'est ça? 25 ans lors d'une péritonite. Peut-être pas à 10 ans, mais à 17 ans, à 18 ans, on aurait pu peut-être penser à faire l'examen approprié. Alors, on reste sur les symptômes, s'il vous plaît. Il faut qu'on évolue, parce que là, on est en train d'avancer dans le temps. Alors, les symptômes, est-ce qu'on peut rappeler le tableau des symptômes? Ça ressemble à quoi? Une poussée C'est beaucoup plus des douleurs. Oui. Des douleurs, c'est beaucoup plus des douleurs. Par la suite, des diarrhées. Donc, c'est-à-dire ça marche pratiquement ensemble. Absolument. Donc, les diarrhées... On a tendance à banaliser. Dans un premier lieu, on pensait que c'est la digestion, c'est-à-dire ce qu'on mange. Oui. C'est-à-dire le makla ou le chanel, au fin de compte, non. C'est pas question de ce qu'on mange. Oui, c'est pas l'alimentation. C'est pas l'alimentation. Oui. C'est la maladie elle-même. Oui, peut-être que quand on a aussi des symptômes qui ne sont pas digestifs, aussi, ça peut être quelque chose qui peut nous alerter pour reconnaître cette maladie. Oui, bien sûr, c'est les manifestations. On appelle ça les manifestations extra-digestives de la maladie de Crohn. Donc, ils sont nombreux. Donc déjà, il y a l'atteinte rhumatologique, comme la spondylarthrite ankylosante. Il y a l'atteinte oculaire, c'est tout ce qui est sclérite et épisclérite. Donc c'est le fameux œil rouge, voilà, uveites, ça fait partie des uveites, c'est le fameux œil rouge. Il y a aussi l'atteinte cutanée, c'est le trait gangrénosome, voilà. L'érythème. Et l'érythème noueux, oui, les alaphtoses, voilà, qu'on peut voir. Et aussi l'atteinte hépatique aussi, qu'elle est décrite dans la maladie de la cholangite. Oui. C'est fréquent, les symptômes extradigestifs, on les voit? Oui, des fois, déjà, ça précède la maladie de Crohn. Dans les recommandations, c'est une patiente qui présente des spondylarthrites ankylosantes, donc une atteinte au niveau de la colonne vertébrale, atteinte inflammatoire au niveau de la colonne vertébrale. Automatiquement, on va lui proposer une endoscopie pour rechercher, en fait, une maladie de Crohn. Oui, on dit depuis tout à l'heure que c'est une maladie qui évolue par poussée. C'est quoi une poussée? Une poussée, c'est quand tu as tous les symptômes, tout le crise, c'est ça. Voilà, tout le tableau. Et ça ressemble à ce qu'on vient d'expliquer, c'est ça? C'est des douleurs abdominales, c'est des vomissements, des diarrhées, de la fatigue, une fatigue intense, l'amaigrissement aussi. Donc voilà, la fièvre, c'est important aussi. La fièvre. Et puis... Ça ressemble à quoi, la douleur de la maladie de Crohn? Est-ce qu'on peut la définir? C'est des crampes, c'est des brûlures, c'est... Genre de crampes, mais c'est vraiment très très douloureux. C'est très atroce. Moi, je souffre de la SPA, la douleur de mon rhumatisme à côté de la maladie de Crohn. Il n'y a pas photo. C'est vraiment atroce. C'est terrible. Oui. Une poussée, ça dure combien? En moyenne? Ça dépend. Ça dure parfois jusqu'à 3 semaines, parfois moins, parfois plus. Et chaque poussée, c'est une évolution de la maladie. Donc, elle va, c'est-à-dire laisser des séquelles et l'intestin. C'est ça qu'on craint un peu. Qu'est-ce qu'on craint suite à des poussées, justement, Dr. Heikel? Pourquoi on cherche absolument à les espacer? En fait, surtout sur les atteintes du grêle, chaque poussée va entraîner un épaississement de la paroi intestinale qui fait le lit des sténoses, des rétrécissements et des sténoses qui vont évoluer par la suite. C'est-à-dire que là, vous avez en réalité les 3 entités qui sont décrites pour la maladie de Crohn, puisqu'on en parle. C'est l'inflammation, la sténose et la perforation. Donc, en fonction, je dirais, du tableau clinique, de l'évolution, en fait, il y a des gens qui vont plus vers des formes perforatives, d'autres vers des formes de sténose, mais l'épaississement, dans tous les cas, va créer en fait une occlusion intestinale, et c'est à ce moment-là que le chirurgien agit. Bon, après un traitement, on tente quand même le traitement médical, la corticothérapie, pour essayer un petit peu de lever l'inflammation quand c'est elle qui est en cause. Oui, peut-être. En parenthèse, pour dire peut-être à quoi ça peut ressembler en imagerie, ça ressemble un peu à des aftes, à des brûlures, alors, c'est ça Nous avons un examen qui est très, très performant dans un cas pareil, c'est l'entéro-IRM, donc qui permet de mesurer l'épaississement et l'échographie entre de bonnes mains, permet la surveillance des patients de telle manière à ce qu'on puisse faire une cartographie la plus précise possible
par rapport aux lésions. Quand on a une sténose qui est limitée, qui est unique, idéalement, c'est de l'opérer parce qu'elle est unique, justement parce qu'un traitement chirurgical va régler le problème. Mais lorsque c'est des sténoses multiples ou longues, là se pose le problème thérapeutique entre maintenir le traitement médical, opérer pour faire des techniques pour rétablir un petit peu le circuit, sans aller vers des résections qui sont multiples et qui, à chaque fois qu'il y a un acte opératoire, va diminuer, va dénutrir le malade par le grêle court, par le syndrome du grêle court. Absolument. Donc techniquement, on a, alhamdoulilah, il y a quand même pas mal de plateformes d'IRM avec des radiologues qui sont assez compétents. L'entéro-IRM est un examen maintenant qui est rentré un petit peu dans les mœurs. Et je pense que chacun de nos patients a eu à faire cet examen dans la surveillance. Quelle est la plus grosse contrainte qu'on rencontre aujourd'hui? Alors là, je m'adresse au président de la Fondation. Quelle est la plus grosse contrainte aujourd'hui rencontrée par les malades? On parle de la maladie en elle-même, qui est vraisemblablement un vrai fardeau, très contraignante, très handicapante. Mais est-ce qu'il y a d'autres problèmes à côté aussi, dans la compréhension, la prise en charge? Déjà la reconnaissance. Déjà, on doit d'abord commencer par ça. La maladie de Crohn, c'est une maladie qui touche tout le type digestif. Elle a des complications très très graves. Elle n'est pas prise en charge à 100% par la sécurité sociale. C'est pas normal. Par contre, en parallèle, il y a la RCH. C'est tant mieux pour les patients qui sont atteints de RCH. Elle est prise en charge à 100%. C'est une maladie dont on peut guérir. Il a expliqué tout à l'heure le professeur. Le truc, c'est pas juste ça. C'est juste. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je lance un appel. Je profite parce que je suis sur l'antenne. Je lance un appel c'est le but de cette émission. À la sécurité sociale. Il faut revoir ça. Il faut au moins la reconnaissance, parce que même étant remboursé à 100%, il y a le tarif de référence. On paye toujours le prix. Parce que les examens ne se font pas dans les structures. Tous les examens ne se font pas malheureusement au niveau des structures hospitalières. Les bilans biologiques de contrôle, il y a l'examen d'endoscopie qui est très c'est-à-dire très régulier et qui coûte. On a parlé tout à l'heure, coûte très cher. Et il y a aussi des personnes qui sont malheureusement stomisées. Donc, pour les soins, les poches, le matériel, tout ça, il n'y a pas beaucoup de solutions malheureusement chez nous. Donc, il faut, c'est-à-dire... Votre appel est lancé en tout cas. Il faut que l'État soit un peu regardant vis-à-vis... Absolument. On espère que votre appel aura un écho en tout cas. Alors, on parlait des poussées. Est-ce que les lésions causées par les poussées sont réversibles finalement ou pas? Oui, maintenant, actuellement, on a des traitements très performants, comme on en a parlé, on appelle ça la biothérapie. C'est des médicaments révolutionnaires, on les utilise en Algérie depuis déjà 2010, qu'on utilise ce genre de traitement. Et on a ils sont disponibles dans les hôpitaux. C'est des médicaments intra-hospitaliers, donc on doit prendre beaucoup de précautions pour les prescrire, parce qu'ils ont quelques effets secondaires, qu'on arrive actuellement à bien les gérer, et qui permettent une cicatrisation complète des lésions. Chez nos patients, quand on fait le contrôle endoscopique, après, on arrive à obtenir une cicatrisation, voire même presque une guérison des lésions qui ont été provoquées par les poussées. Ouais, mais il faut dire quand même aux malades qui nous regardent, ou les gens qui nous regardent, quand même qu'on ne guérit pas de la maladie. Non, on ne guérit pas. Maintenant, on ne parle pas de guérison, on parle de la maladie de Crohn, on parle de cicatrisation. C'est ça le terme exact. À éteindre la maladie. Voilà. Absolument. Alors, puisque vous parlez de traitement, alors il y a peut-être un aspect très important aussi. Vous parliez tout à l'heure justement du microbiote. Aujourd'hui, on parle également de l'approche nutritionnelle. Est-ce qu'on peut se guérir finalement à travers également son alimentation? Non, moi, les patients qui ont une maladie de Crohn, on ne leur dit pas il y a un régime à suivre, parce que c'est prouvé actuellement. Il n'y a aucun régime qui permet de guérir la maladie. On demande déjà aux patients de manger ce qu'ils peuvent supporter. Donc c'est le patient, il mange ce qu'il veut, sauf en dehors des poussées. En dehors des poussées, on leur demande d'éviter les aliments qui font beaucoup travailler le côlon. Est-ce qu'on ne conseille pas, par exemple, de manger des fibres? Non, pas spécialement. Pas spécialement, ils peuvent manger ce qu'ils veulent, mais les fibres sont interdites au moment des poussées. Parce que ça aggrave les lésions. Et c'est parce que c'est le côlon qui va, au niveau du côlon que ça va fermenter. Et ça va fatiguer le côlon, ça va aggraver les lésions. Donc on les évitera juste cette période.
On peut éviter aussi les produits laitiers, ce qui est laitage. Là, durant les poussées. Mais en dehors de la poussée, le patient peut prendre tout ce qu'il veut. Bien sûr, on va lui dire de ne pas prendre des aliments ultra transformés, les aliments sucrés, riches en sucre, les aliments riches en graisse. Donc ça, c'est dangereux pour la santé. Même s'ils n'ont pas de maladie de Crohn, en fait, on leur conseille, nous médecins, de ne pas manger ce genre d'aliments. Professeur Heikel, sur l'alimentation, qu'est-ce que vous en pensez? Alors on parle aujourd'hui, ça devient presque un phénomène de mode, d'aliments protecteurs, de microbiote. En fait, je pense que le docteur Rémy a bien exposé le problème. Bon, à notre niveau, en réalité, le régime, on instaure le régime sans résidus pendant les périodes opératoires. Mais je pense qu'en fait, il n'y a réellement pas de relation en fait, entre l'alimentation et je dirais, la genèse des poussées. Il n'y a pas d'alimentation spécifique à cette maladie. Juste un régime, je pense, d'épargne intestinale qui permet, je dirais, de limiter un petit peu les diarrhées, les douleurs. Abdelrahman? Par contre, d'un point de vue vous n'êtes pas patient, entièrement d'accord? Oui, j'ai une autre approche. Expérience, oui. Oui, peut-être que c'est une maladie qui touche la digestion, donc on doit peut-être s'intéresser davantage à tout ce qu'on mange. Est-ce que vous avez un régime spécifique ou... Non, j'essaie d'éviter tout ce qui est fast-food parce que c'est pas bien. J'essaie de manger plus ou moins sain, de réduire le sucre, les sodas, tout ça. Donc, j'essaie d'être un peu... Une alimentation saine, on va dire. Saine, on va dire, oui. Oui, c'est très protecteur et ça ramène beaucoup de... On a parlé de microbiote, ça ajoute beaucoup de bonnes bactéries au niveau de l'intestin. Pour vous, ça marche? Ça marche, oui. C'est mieux que de ne pas faire un effort. Donc, ça, c'est en dehors des poussées ou tout le temps? Non, je mange le même régime tout le temps. D'accord. Moi, qu'est-ce que je dis aux malades? Il faut juste qu'il soit un peu sélectif. Donc, un aliment qui ne passe pas, il faut pas y aller. Il faut l'éviter la prochaine fois. Il faut l'éviter et c'est comme ça. Chacun fait sa liste de courses et c'est comme ça. Monsieur Ahmed? Oui, il faut éviter les fast-food. Les fast-food, il faut les éviter, les boissons gazeuses. À quoi ressemble une assiette? Votre assiette ressemble à quoi généralement? L'assiette qui vous convient en tout cas. Peut-être pour les gens qui nous regardent. Pour moi, c'est les pâtes. Oui. C'est l'aliment le plus... Régime sans résidus. Oui. D'ailleurs, ça qui fait vous partie convient, Voilà, exactement. D'accord. Ça fait partie des aliments résidus. Sans résidus. On dit souvent aux patients, au moment des poussées, de prendre des pâtes. Même pour préparer leur colon pour une coloscopie, je leur dis de prendre exclusivement des pâtes. Voilà. D'accord. Alors, on a parlé un peu de l'approche nutritionnelle, parce que beaucoup de gens en parlent et beaucoup de gens se posent des questions sur les régimes qu'on doit suivre. Alors, pour les traitements pharmacologiques, on en a touché un mot aussi, vous en avez parlé, vous également. On en est où aujourd'hui? Alors, vous avez parlé tout à l'heure de prophylaxie déjà. Est-ce qu'il y a des traitements prophylactiques dans le Crohn? Non, on ne parle pas de traitement prophylactique, on parle de traitement plutôt qui permet de prévenir les poussées. Voilà, c'est ça. Je veux dire, et éviter les complications. Absolument. Prévention des poussées particulièrement. Entretenir la rémission. Voilà, et entretenir la... Pas prévenir la maladie, mais prévenir, voilà. Notre but, c'est ça en fait. Le but du traitement, c'est espacer les poussées et les rendre en fait moins intenses. Donc que le patient, moins compliqué, que le patient arrive à passer cette épreuve sans problème, sans séquelles. Voilà le but. Et actuellement, on a un grand nombre de traitements qui existent en Algérie, qui existent partout dans le monde. Déjà, il y a le traitement de la poussée elle-même, quand on a parlé, c'est les corticoïdes, c'est le traitement angulaire de la poussée qu'on utilise souvent. Ça, c'est à court terme. Hein. C'est à court terme, bien sûr, on ne doit pas dépasser parce qu'ils contiennent beaucoup d'effets secondaires. C'est ça le problème des corticoïdes. Absolument. Et là, c'est des puissants anti-inflammatoires. Il y a d'autres médicaments. Pardon, pour rester un peu sur la cortisone, c'est combien de temps généralement? On ne dépasse pas les 4 à 6 semaines. Voilà, 4 à 6 semaines de traitement. Ce qu'on fait, nous, notre conduite, c'est 4 à 6 semaines. D'accord. Voilà. Ça aussi, c'est en milieu hospitalier ou en ambulatoire? Ça dépend de l'intensité de la poussée. Il y a des scores pour évaluer la poussée. Si la poussée est très sévère, on la classe comme sévère, on doit hospitaliser le patient parce qu'il risque de faire des complications. Idéalement, on hospitalise dans un service où il y a les chirurgiens qui sont à côté. Donc, on travaille en collaboration en général avec les chirurgiens. On ne sait jamais s'il y a une complication qui arrive. Le chirurgien doit être présent pour y pallier. Sinon, si la poussée est modérée à légère,
on peut gérer le patient en consultation sans aucun problème. D'accord, en ambulatoire. Alors il y a aussi les anti-inflammatoires, les antibiotiques également, c'est ça? Les antibiotiques sont plus utilisés dans la RCH. Parce que dans la RCH, il y a plus d'infections, de population microbienne, et on peut utiliser au début une antibiothérapie de courte durée généralement. Oui, dans l'absédation aussi. Quand il y a maladie de Crohn, abcédé, compliqué d'abcès. Voilà, on fait des drainages radiologiques associés à une antibiothérapie à large spectre. Parce que le Crohn peut perforer. Il peut perforer dans le ventre et il peut organiser cette perforation de telle manière à ce qu'il y ait un abcès. Le corps réagit de lui-même. Et à ce moment-là, en fait, on est amené à mettre le patient sous antibiothérapie. Et à appeler d'abord les radiologues pour qu'ils puissent, s'ils peuvent, drainer l'abcès. Si le drainage ne peut pas se faire, c'est à nous d'agir à ce moment-là. Il faut dire aussi quand même que même si les traitements aujourd'hui quand même permettent quand même d'améliorer la qualité de vie du malade, ça a beaucoup d'effets secondaires, hein, c'est ça. La grosse contrainte justement de ces traitements. C'est des traitements Je pense que vous deux, vous en avez souffert. Hein. Très très lourd quand même. C'est des traitements qui sont très très lourds. Après, chez certains, ça marche et tant mieux. Chez d'autres, ça. Quel type d'effets secondaires on peut avoir? On peut avoir des infections, c'était le cas, c'était mon cas d'ailleurs, infection pulmonaire, la tuberculose par exemple. On peut avoir d'autres problèmes, des abcès, parce qu'on devient immunodéprimé. Donc j'ai eu même un pyoderma après avoir commencé la biothérapie. Donc c'est quoi? C'est une lésion cutanée, c'est ce genre de gangrène qui commence à... Voilà, donc c'est très compliqué, c'est des complications quand même. L'idéal, c'est de soigner la maladie, mais avec un traitement aussi lourd comme ça, c'est certain, ça marche, tant mieux. Mais chez d'autres... Il faut peser le pour et le contre, c'est pas toujours évident. Alors on a oublié peut-être les immunosuppresseurs. On prescrit toujours des immunosuppresseurs. Les immunosuppresseurs, les thiopurines, donc l'azathiopurine qu'on prescrit toujours. Et la biothérapie sont partie de la classe des immunosuppresseurs. Donc voilà. C'est ça le problème des infections. Je rebondis sur sa remarque sur les infections. Oui, la maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire. Donc le système immunitaire, il est déréglé. Il ne réagit pas d'une façon normale. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait avec les médicaments? On doit atténuer ce système immunitaire. Atténuer ce système, donc on va atténuer le mécanisme de défense de l'organisme. Donc, qui veut dire atténuer le mécanisme de défense? Donc, on va augmenter les risques d'infection, on va permettre aux micro-organismes d'infecter l'organisme. Je comprends le mécanisme, quoique je ne suis pas d'accord avec l'approche parce que, c'est-à-dire, d'abord, on dit qu'on ne connaît pas la nature de la maladie, on ne connaît pas son origine, on ne connaît pas, mais on parle avec certaines certitudes comme quoi le médicament va soulager. Non, c'est une maladie environnementale. Il y a plusieurs facteurs sur quoi on doit agir. Modifiable, on va dire. Voilà, il y a l'entourage, il y a tout ce qui est psychologique, il y a tout ce qui est aussi l'alimentation, la pollution, parce que la pollution elle est partout, dans l'air, dans l'alimentation, même dans la vaccination. Donc, il était prouvé que moi, j'ai quand même 2 cicatrices de BCG. J'ai fini par faire une tuberculose. C'est quand même... Il y a des trucs il faut creuser un peu. Il ne faut pas suivre les recommandations. Il y a beaucoup de pistes de recherche, en tout cas aujourd'hui. Peut-être pas chez nous, malheureusement, mais il y a beaucoup de pistes de recherche, même dans les traitements. On parle aujourd'hui des greffes fécales, par exemple. Exactement. Peut-être qui peuvent soulager, mais personne ne s'intéresse parce que ça ne rapporte pas. Oui. Pas chez nous, peut-être. Mais absolument, sous d'autres cieux aussi, c'est en cours, en tout cas. Mais pourquoi c'est pas démocratisé? Pourtant, le principe est simple. Oui, il nous reste pas beaucoup de temps, c'est pas vraiment le débat. On sait que vous êtes un passionné, mais là, il nous reste pas beaucoup de temps. Il faut qu'on parle de chirurgie, parce que c'est un point très important justement. Alors, l'évolution de la maladie est variable, d'une personne à une autre. Il y a des gens qui peuvent mettre des années avant d'arriver en chirurgie, d'autres peut-être en quelques mois. En fait, je vous disais, donc, il faut considérer que 60% des patients vont avoir recours à la chirurgie pendant leur évolution, donc toute la durée de vie. Je trouve que c'est énorme. 60% des personnes vont être opérées. Quand on parle de chirurgie, généralement, c'est l'ablation d'une partie du côlon ou de l'intestin. On a grosso modo, on va dire qu'on a pratiquement 3 situations.
où on peut agir en tant que chirurgien. La première, c'est la situation dont on a parlé depuis tout à l'heure, en fait, la situation d'urgence. Donc ça va être une péritonie, ça va être une occlusion intestinale, des abcès, une fistulisation. Ça, c'est la situation à chaud, on dit en poussée. Deuxième situation, on est sur un traitement un peu préventif. On a une forme qui est localisée. On sait que, comme dit le docteur Henny, c'est une forme iléosécale. Donc on va aller faire une résection, une iléocolectomie avec un rétablissement. Est-ce qu'on peut expliquer ça simplement pour les gens qui regardent? En fait, on résèque la partie terminale de l'intestin grêle et le début du côlon droit, qui est la partie où vous avez je pense peut-être 70% des localisations se font au niveau iléo, voilà la plus fréquente. Donc en réalité, c'est la forme la plus fréquente et donc le chirurgien est sollicité pour enlever cette partie. Ça permet déjà de s'abstenir d'un traitement lourd. Le résultat, vous l'avez... Ça soulage, dans un premier temps. Ça soulage, tout à fait, ça soulage. Bon, après, on a aussi une entité qui est particulière aussi à la maladie de Crohn, dont on parle très très peu, c'est les lésions anopérinéales. En fait, toutes les fistules anales. Oui. Parce que la maladie peut se manifester aussi par une fistule. Absolument. Mal placée, certes, mais ça peut être aussi on a reçu en fait des malades pour fistule anale, on fait l'intervention, on fait la résection de la fistule, on l'envoie à la napate et parfois on trouve un granulome épithélioïde qui est un signe histologique. Les gens qui nous regardent ne vont rien comprendre. En fait, c'est un signe, je dirais, histologique de la maladie de Crohn. Donc il y a une forte suspicion et nous, en tant que chirurgien, on sait que la fistule va récidiver parce que c'est une tendance à la fistulisation. Comme vous avez des fistules qui sont au niveau de l'intestin, au niveau du ventre, vous pouvez aussi avoir une fistule au niveau de la fin de l'intestin, qui est en fait l'anus, qui est une région, donc ça se manifeste par une fistule anale. Et à ce moment-là, les chirurgiens sont appelés à mettre des drains, des petits tubes au niveau des fistules, de telle manière à assécher les écoulements de pus qui se font à ce niveau. Et ça, c'est une troisième entité. Voilà, grosso modo, donc les trois circonstances où on est appelé à réagir. Alors, il faut dire aussi que la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique également, dans ces maladies, 2 à 5% de ces maladies évoluent en cancer. Ça, on n'a pas eu le temps vraiment de le dire. Malheureusement. Oui. La surveillance, justement, est faite dans cette... Est-ce que la chirurgie permet, justement, d'éviter qu'on en arrive là? Alors, pour un patient qui est sous surveillance, alors j'imagine que vous deux, vous faites vos suivis régulièrement. Oui. C'est ça, vous faites dépister. Oui. Donc, ça se passe comment? La chirurgie, est-ce qu'elle peut être aussi un moyen de prévention d'un cancer? En fait, techniquement, donc, à partir de 8 ans d'évolution, je dirais, de 8 à 10 ans d'évolution, le risque commence à se faire important. Donc techniquement, nous, on compte bien sûr sur nos collègues médecins pour pouvoir assurer ce suivi. Arrive à un moment où vous avez une lésion qu'on peut considérer comme étant précancéreuse. Vous avez un aspect, une microrexie, une rigidité rectale, un épaississement qui commence à s'ulcérer, qui commence à donner des signes de cancérisation. On fait une biopsie, on retrouve un cancer. À ce moment-là, on est appelé aussi à gérer aussi une situation de cancer et donc à faire l'acte opératoire et à réséquer. Mais la surveillance est faite dans ce sens. Elle n'est pas faite que pour dépister les poussées. Elle est faite aussi pour pour la cancérisation. C'est une maladie qui peut bien sûr cancériser après. Elle n'est pas inévitable, la cancérisation. Elle n'est pas inévitable. Oui. Je pense par rapport à la population générale, quand même les patients atteints de Mickey sont mieux diagnostiqués parce qu'à chaque fois on a recours à l'endoscopie. Donc tout à fait. S'il y a une population justement qui est suivie. Exactement, c'est exactement ça. Parce contrairement à la population générale, on va dire, qui devrait se faire dépister justement à partir de 50 ans. À partir de 50 ans. Oui, absolument. Alors on va terminer avec vous, puisqu'il ne nous reste plus de temps, cette émission est terminée. Un mot avec vous, docteur Henny, sur... alors on a dit que le cancer est inévitable ou pas finalement, en un mot, oui ou non? Oui, bien sûr. On peut l'éviter. Même chez la population générale, on peut éviter les cancers. D'accord. L'espérance de vie, une dernière question. L'espérance de vie dans cette maladie, elle est altérée ou pas par la maladie de Crohn? Elle est presque normale et c'est à nous, médecins, de garder cette espérance normale avec le nouveau traitement et la prise en charge régulière des patients. Oui. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Cette émission est arrivée à son terme. On est déjà à 52 minutes passées. Merci à vous de nous avoir prêté attention. J'espère qu'on a pu répondre, ne serait-ce qu'à une partie infime des questions que vous vous posez. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous retrouverai vendredi prochain pour parler d'une autre thématique santé. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.